Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Dr Saron Yu qui est dentiste et j'ai vraiment le privilège de t'avoir Saron aujourd'hui. Je suis vraiment content, merci de nous avoir fait l'honneur de venir à ce podcast. Le but aujourd'hui c'est de parler de quelque chose d'assez, on va dire, inhabituel. Et cette chose-là, c'est quoi? Toi, tu travailles en tant que dentiste et on n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais dans ta pratique quotidienne, dépendant des patients, tu utilises l'hypnose. Maintenant, quand on entend hypnose, on pense à Mesmer, le fameux Mesmer qui hypnotise les gens dans les spectacles, etc. C'est pas vraiment ça. Là, c'est vraiment un truc assez poussé et c'est quelque chose qui est là non seulement pour t'aider à toi dans ta pratique quotidienne, mais en plus de ça, pour aider les patients. Parce que c'est vrai que venir chez le dentiste, c'est pas quelque chose de fortement, on va dire, appréciable. C'est pas une partie de plaisir. Donc toi, tu vas essayer de faire quelque chose pour rendre ça un peu plus agréable et pour te faciliter la vie finalement. Donc est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Déjà, tu peux parler de toi-même, nous dire un peu d'où tu viens, etc., ton background, quand tu as commencé un peu l'hypnose, et puis juste nous dire voilà, quand est-ce que tu l'utilises, dans quelle situation, et puis voilà. Je te laisse faire. Bonjour, merci beaucoup Roméo de m'avoir invité. Ça fait plaisir de venir discuter avec toi. Hein, quand on discute souvent, et là c'est d'autant plus que c'est un sujet de prédilection. Donc moi je me présente, moi je suis Dr Saron Yu, effectivement. J'ai été diplômé en France à Paris 5 en 2008 et j'ai déménagé au Québec et je vis au Québec depuis août 2016. Et effectivement j'ai commencé moi ma première formation d'hypnose. J'ai débuté en septembre 2015 à peu près. Je savais que j'allais partir au Québec. C'était un projet qui se fait depuis plusieurs années avant. Et je me posais la question de quelle formation pouvait être pertinente. Une formation surtout que je puisse ramener avec moi dans mes bagages. Et donc j'ai eu un petit peu cette idée de me dire, bon bah tiens, je vais aller voir un peu l'hypnose. En 2015, ça commençait à vraiment prendre beaucoup d'essor en France. Il commençait à y avoir beaucoup de formations et c'était un petit peu la curiosité qui m'a poussé là-dedans. La formation d'hypnose est sur plusieurs heures et on va dire, si je ne me trompe pas, il y a 12 jours de 8 heures par jour au niveau on va dire, d'une première formation pour pouvoir la pratiquer bien comme il faut. Et oui, la première image qu'on a tous au moment où on va à une formation d'hypnose, au moment où on envoie le clic pour s'inscrire dessus, c'est qu'on se demande si on ne va pas faire du mesmer. Et si on ne va pas pouvoir obliger les gens à faire la poule, obliger les gens à nous donner leur numéro de carte bleue ou quoi que ce soit. Mais bon, tu as déjà vu, Roméo, comment ça se passe. Finalement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout prendre le contrôle sur les gens. L'hypnose médicale a une grosse différence de l'hypnose, on va dire, de spectacle, où l'hypnose de spectacle est très centrée sur l'hypnotiseur, à quel point il faut montrer à quel point est-ce qu'il est fort, à quel point est-ce qu'il est capable de faire des prouesses techniques incroyables et d'hypnotiser les gens d'un claquement de doigts, tandis que l'hypnose médicale est vraiment plus basée sur le patient, dans le sens où, que ce soit moi ou un autre, le patient est hypnotisable et c'est lui-même qui se le fait. Donc on va dire que le focus est fait autrement que sur l'hypnose spectacle, où c'est juste une personne qui est super forte et tu te dis que c'est pas possible de pouvoir faire pareil. Tandis que l'hypnose médicale, quand tu l'apprends finalement, le gros levier et le gros déclic, c'est à partir du moment où tu comprends que tu sois nul ou bon en hypnose, finalement, c'est le patient qui est bon ou qui est nul. Il y a des différents chemins, bien sûr, pour le faire, mais c'est vrai que ça permet de donner beaucoup de facilité au niveau de la prise en charge des patients stressés, les patients agités, les patients avec des névroses, avec des allergies, des patients qui tu peux pas faire certains actes, on va dire, à cause de la condition médicale. Et finalement, tu te rends compte après, une fois que tu as fait la formation, que ça t'aide également pour ta vie de tous les jours, ta gestion de stress, ta gestion du stress dans certaines situations. Et on l'applique un petit peu comme ça tous les jours. Donc oui, ça fait une dizaine d'années que je le pratique, on va dire, en clinique. Là, actuellement, je fais partie de la Société québécoise d'hypnose qui donne des formations reconnues au niveau de l'ordre dentaire au Québec. C'est la seule, d'ailleurs, société qui est reconnue au niveau de l'ordre. Il y a d'autres formations parallèles, mais qui n'ont pas l'agrément, on va dire, pas la reconnaissance de l'ordre. Et je suis actuellement, en fait, le délégué, le représentant des dentistes du conseil d'administration de la SQH. Super. Merci pour toutes ces informations. Ça nous guide un petit peu pour savoir. C'est bon de savoir ton parcours parce que finalement, c'est
On a toujours un parcours derrière soi qui fait que tu vas peut-être plus t'orienter dans une certaine discipline durant ta carrière. Et en parlant de ça, tu sais, tu dois avoir différents types de patients que tu dois soigner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la réceptivité de ces patients? Parce qu'il y a des gens qui vont être plus réceptifs que d'autres. Il y en a qui vont accepter de se faire, entre guillemets, hypnotiser pendant le traitement, avant le traitement. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? En fait, il y a surtout deux types d'hypnose que j'utilise moi au cabinet. C'est l'hypnose conversationnelle et après, on va dire l'hypnose formelle. L'hypnose conversationnelle, j'utilise très souvent. Dès l'accueil du patient je suis en cours de formation également de mon équipe pour que l'équipe commence un petit peu à faire de la communication hypnotique pour qu'on mette les conditions pour que le patient, quand il arrive, il n'aime pas être là, ça va être le dernier à vouloir être ici souvent, et on le met en condition pour se dire que finalement, c'est pas si mal où tu es. Donc l'hypnose conversationnelle, j'utilise beaucoup, on va dire sur tout le monde. C'est juste un choix de termes, c'est un choix de tournure de phrase que tu fais pour pouvoir un petit peu enclencher le début d'hypnose. Et j'utilise énormément sur les enfants aussi également, parce que les enfants, c'est un peu plus compliqué de leur demander de regarder leurs mains et de fermer les yeux. On peut le faire, mais souvent, ils préfèrent que ce soit plus ludique et on va dire plus sur l'approche de jeu ou de conversation ou des choses comme ça. Donc là où j'ai mon point fort, moi, beaucoup, au niveau de la conversationnelle, c'est avec les enfants. Il faut être assez vif pour pouvoir s'adapter à chaque enfant, parce que les techniques d'hypnose, en fait, quand tu fais des formations d'hypnose, tu apprends une boîte à outils avec, je vais dire une bêtise, 25 façons de faire de l'hypnose, et il faut essayer de s'adapter en fonction de la personne qui est en face de toi, quel outil pourrait le plus marcher, le mieux marcher. Parfois, tu choisis mal, l'outil n'est pas le bon et ça ne marche pas très bien, c'est pas grave, tu changes, tu switches et tu fais une autre technique. Et les enfants, donc tout ce qui est enfants avec troubles de l'attention, spectre autistique, l'enfant bas âge, je suis quand même pas mal appliqué là-dessus et je commence à avoir des références assez éloignées pour venir me voir. Et après, l'hypnose formelle, ça, c'est tout ce qui est un peu plus peut-être adulte. Pour l'acceptation, en fait, la présentation, je le dis rarement en premier lieu. On va dire que très souvent, je l'applique un petit peu à l'improvisation, on va dire l'hypnose formelle chez les adultes. Cas typique, c'est le patient qui vient et qui pleure, qui est tellement tétanisé, qui t'a même pas passé la porte, qui se met à pleurer et que tu vois que là, il y a de la détresse. Et souvent, à ce moment-là, je ne vais pas pratiquer l'hypnose en disant je vais vous faire de l'hypnose, vous allez voir, ça va être bien. C'est que je propose directement en disant écoutez, on va faire un petit exercice pour se calmer. Je vois que vous avez besoin d'aide, on va faire quelque chose avant de commencer. Et finalement, très souvent à la fin du soin, les patients disent mais tu as fait de l'hypnose ou de la sophrologie ou quelque chose comme ça, mais c'est pas mis d'emblée en avant et c'est fait vraiment en fonction des personnes qui sont en besoin. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas être hypnotisables, mais en fait finalement souvent c'est ceux qui le disent le plus qui le sont le moins, c'est-à-dire que je me méfie toujours beaucoup des personnes qui vont arriver en disant j'ai lu plein de choses, j'ai vu plein de choses, je connais tout de l'hypnose ou de la sophrologie, j'ai envie que vous me fassiez, ça je me méfie beaucoup parce qu'ils connaissent les mécanismes et donc ils analysent beaucoup ce que tu dis, tandis qu'une personne qui ne connaît rien en disant c'est pas des choses pour moi c'est pas mon genre, finalement ces personnes-là auraient tendance à être plus réceptives sans s'en rendre compte en fait. Donc c'est un petit peu fourbe parce que c'est pas présenté en tant que tel en disant je vais te faire ça, je te fais signer un papier, mais c'est de toute façon des personnes qui sont en détresse, en demande ou qui en ont besoin et c'est très souvent accepté. On va dire à la fin du soin, tu leur expliques en disant j'ai fait de l'hypnose. Moi ça commence à être placardé sur ma clinique que je fais de l'hypnose, donc souvent les gens sont pas étonnés quand je leur dis, mais je le fais pas sur tous mes patients, 100% de mes patients en fait. Donc c'est un peu la surprise du chef de à quel moment je le sors. D'accord, intéressant. En restant sur ça, est-ce que toi, tu es hypnotisable ? Bien sûr, je suis très fortement hypnotisable. Pendant la formation, il faut savoir quand même que, alors moi, je l'avais faite en France, on était une promotion d'environ, si je ne me trompe pas, une 50aine de personnes. Quand on fait les exercices, les profs nous le montrent, et après, toutes les formations d'hypnose, tu l'appliques. Mais tu l'appliques entre binômes, entre personnes qui font la formation. Donc au début, tu tâtonnes, t'oses pas trop. Et en fait, finalement, tu te rends compte qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont plus ou moins hypnotisables dans la population. Il y en a qui partent pas du tout, il y en a qui sont très réfractaires. Et il s'avère que moi, pendant mes formations, j'étais
fortement hypnotisable. Et même lors de l'apprentissage d'auto-hypnose, je suis capable de me mettre en hypnose en 5 secondes finalement. Quand je veux me mettre en hypnose, c'est quelque chose que je peux faire et qui m'aide dans des situations. Quand il y a une difficulté à la clinique, un moment de stress de la racine qui sort pas et que tu commences à transpirer et que tu as chaud et que tu te dis mais en auto-hypnose. Exactement. Incroyable. Quand tu sens que quelque chose, ça va pas comme tu veux et que la pression commence à monter, que ton assistant n'ose plus trop parler et que tu sens que ça te gonfle, je me retourne, je regarde mes mains 5 secondes, je respire un bon coup et très souvent dans les 5 minutes, c'est fini. Donc c'est quelque chose qui permet justement de focaliser son énergie non pas sur le stress, sur la situation, mais sur son acte que tu veux faire. Donc je suis très très fortement hypnotisable, mais je pense que quand on connaît ces mécanismes, on l'est tous finalement beaucoup en fait. C'est drôle que tu me dises ça, l'auto-hypnose. Ça me rappelle une anecdote. Il y a Jennifer Aniston, l'actrice qui est très connue, là, qui a joué dans Friends et dans d'autres films. Elle a une phobie, mais de folie de l'avion. D'accord ? Elle a une véritable phobie de l'avion et dès qu'elle monte dans un avion, elle passe par des rituels particuliers, elle met le pied droit, puis elle touche l'avion avec sa main, enfin bref. Finalement, elle est passée par une technique d'hypnose, auto-hypnose, et grâce à ça, en fait, elle a réussi à surmonter cette phobie qu'elle a toujours eue de l'avion. Dès qu'elle monte dans l'avion, elle devient dingue, en fait, elle n'arrive pas à se contrôler. Et cette hypnose qu'elle a fait, ce traitement d'hypnose qu'elle a fait, lui a permis justement de vaincre cette phobie. Et aujourd'hui, elle monte dans l'avion sans aucun problème. Et je pense que tu dois avoir aussi des situations, des histoires que tu dois connaître où des gens sont passés par l'hypnose, notamment des fois pour arrêter de fumer ou quelque chose. Et des fois, il y a un revers de la médaille aussi. Tu peux réouvrir quelque chose d'autre, par exemple. J'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si tu étais au courant, mais... Oui, alors ça, c'est de l'hypnose par laquelle je ne m'engage pas, en fait. Je ne fais pas arrêter le tabac, je ne me sens pas à l'aise là-dessus, justement, parce que souvent, le tabac, les addictions, elles ne sont pas là pour rien, hein, et elles sont là souvent pour compenser certaines choses, on va dire, psychologiques, qui ne sont pas du tout mon domaine. Moi, je reste vraiment dans mon domaine dentaire, c'est-à-dire que je me sens pas à l'aise, moi, d'aller traiter effectivement les phobies dentaires des aiguilles et des choses comme ça, parce que est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'enfance ou quoi que ce soit que je n'ai pas identifié? Je voudrais pas ouvrir des boîtes ou créer on va dire un déplacement de la phobie ou de l'addiction. Donc c'est quelque chose que je préfère ne pas toucher. Et souvent pour le tabac, tout ça, je dis d'aller voir un psychologue ou quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les addictions pour éviter d'ouvrir des boîtes de Pandore que je ne pourrais pas gérer. Moi, mon boulot est simple. Je suis un technicien dentaire. Je rigole bien sûr en disant ça, mais mon but c'est de soigner les dents, c'est pas de soigner la tête. Et c'est ce que je dis souvent à mes patients, hein. Je leur dis, tu sais là, tu viens avec tes bagages, tu viens avec tes valises, tu viens avec ton stress, tu viens avec tout ton passif que tu as eu avant. Je ne vais pas les prendre sur mes épaules, c'est pas à moi de gérer tout ce qui t'est arrivé avant. Par contre, on va faire en sorte que tu arrives à les porter tout seul. Donc ils arrivent à porter on va dire tout leur bagage et tout leur passif avec eux, et moi je leur donne la main pour qu'on marche ensemble, mais c'est pas moi qui vais porter le sac à dos. C'est un petit peu comme ça l'hypnose, c'est vraiment tu tends la main pour aider à faire le chemin ensemble, mais tu ne vas pas en aucun cas prendre les problèmes des autres sur tes épaules. On en a tous assez des problèmes, et c'est quelque chose qui permet vraiment de relativiser un petit peu. Alors c'est vrai que les personnes qui font de l'auto-hypnose et qui se mettent en auto-hypnose, il y a des mécanismes effectivement de gestes qui permettent de repartir en hypnose, où tu serres la main, où tu fermes les yeux, où tu penses à un truc, tu fais un mouvement, où tu te dis un mot pour te remettre en hypnose en fait. C'est ce qui est utilisé par exemple sur les patients sur qui tu sais que tu vas faire sur plusieurs séances. Tu fais un petit objet, enfin un petit geste ou un mot, et que tu lui dis, au début de la prochaine séance, tu feras ce petit interrupteur et tu repartiras dans l'état dans lequel tu es. Et donc ça permet comme ça de chanter un peu et de gagner beaucoup de temps. Souvent, on a l'impression que de faire l'hypnose aux cliniques dentaires, ça va prendre une demi-heure de plus. Mais finalement, moi, pour une première séance que j'improvise comme ça va me prendre un petit 5 minutes de plus. Et après, les séances d'après, c'est des 30 secondes de plus, même pas. Il y a un gars, en 2015 à Londres, il y a un gars qui s'appelle Paul McKenna. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Si tu as entendu parler de lui, ce gars-là, il a fait une expérience, c'est un hypnotiseur assez connu. Il a fait une expérience sur des gens qui fumaient. Okay. Et 2 personnes, il a pris 2 exemples, 2 gars qui fumaient 40 cigarettes par jour. En une séance de 25 minutes, il a réussi à les faire arrêter. Okay. Si toi, tu avais l'occasion, c'est comme ça, c'est comme s'il avait cliqué sur un bouton.
Si tu avais l'occasion, là ça devient un peu plus, Vas-y. on va dire, réflexion, d'appuyer sur un bouton et d'hypnotiser toute l'humanité, tu ferais quoi? C'est-à-dire, je ferais quoi? Je les hypnotiserais Ouais, si dans tu avais la quel capacité sens? de faire quelque chose, de faire changer quelque chose chez les êtres humains, Chez tous les êtres humains. ce serait quoi et pourquoi? Moi, là, ce que je ferais, c'est que je ferais de l'hypnose pour que chacun agisse envers les autres comme il voudrait qu'on agisse envers d'eux-mêmes. Histoire qu'on réfléchisse un petit peu à chaque fois sur les actes ou les façons de faire qu'on fait aux autres. Et voir un peu, en se mettant dans les baskets de celui d'en face, si on accepterait finalement ce qu'on fait. Et je pense que rien qu'en faisant ça, on réglerait déjà 80% des problèmes qu'on a dans le monde, quel que soit. En se disant, et si j'étais à la place de l'autre, est-ce que je voudrais qu'on me fasse la même chose qu'il est en train de me faire? Je pense que juste ça permettrait tellement de régler des problèmes de partout, de perception et de tout ce que tu veux. Je ne sais pas à quel point tu peux aller dans l'inconscient d'une personne grâce à l'hypnose, mais est-ce que tu penses qu'on peut arriver à un stade où justement tu pourrais faire changer littéralement un comportement? Parce que ça, on parle d'une addiction, d'accord? Est-ce que tu pourrais changer le comportement de quelqu'un? Quelqu'un qui pourrait justement avoir un réflexe, comme tu le dis, d'agir, et ses actes vont être guidés dans un sens, c'est je vais faire quelque chose en pensant que cette chose que je vais faire, j'aurais aimé que la personne en face fasse la même chose. Alors là, on va dans le domaine du psychologique. C'est ça que je veux dire. C'est quoi la limite? C'est pas du tout mon truc, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose où... C'est très poussé. Est-ce qu'on peut faire au niveau comportemental des changements? Je pense que oui, des changements, mais alors qu'on soit d'accord, on peut pas, avec l'hypnose, faire des changements que tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que je pourrais pas dire, bon bah tiens, Roméo, j'ai hypnotisé, tu vas devenir un tueur et tu vas aller prendre un couteau et tu vas tuer quelqu'un si tu ne veux pas le faire. Si tu veux le faire, tu le feras sans souci et tu te cacheras derrière moi en disant c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de le faire. Ouais. Mais l'hypnose, en fait, c'est vraiment pareil. C'est l'image qu'on a au niveau de l'hypnose de spectacle en se disant que l'hypnotiseur va me faire des choses que je ne veux pas. Il va me faire mettre tout nu alors que je le veux pas. Il va me faire dire des choses que je ne veux pas. L'hypnose médicale, on ne peut pas faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire. Moi, une personne qui est en hypnose, même une hypnose en transe profonde, je ne pourrais pas commencer à lui mettre la main dans des parties qu'elle ne veut pas, et je ne pourrais pas non plus lui demander à ce qu'elle me dise des choses qu'elle ne veut pas me dire, comme le numéro de sa carte bleue ou quoi que ce soit. C'est un petit peu comme si tu étais en mode, comme quand tu lis un livre, en fait. L'hypnose médicale, c'est quand tu lis un livre et qu'autour de toi... Tu as l'impression que c'est 5 minutes qui se sont passées, mais ça fait depuis 1 heure que tu lis ton livre et tu t'en es pas rendu compte du temps qui passe. Et que si quelqu'un se met à t'appeler en disant « Hey Roméo !», tu vas lever la tête de ton livre et ça va te couper de ta lecture. Et si on commence à te toucher, tu vas te lever la tête si tu es dans le métro. Tandis que si tu acceptes de le faire, si tu acceptes qu'on te touche la cuisse dans le métro, ça ne va pas te déranger en fait. C'est vraiment ça où on peut pas changer les comportements dans le sens où tu le veux pas en fait. Pourquoi je te pose cette question? Parce que justement, tu le dis, les gens sont habitués à voir cet hypnotiseur qui vient et qui te dit « Ok, quand je compte jusqu'à 3, tu vas faire ci, tu vas sauter à cloche-pied, par exemple. Ouais. Et puis dès que je vais claquer d'un doigt, à ce moment-là, tu vas arrêter de le faire. » C'est comme un ordre qu'il te donne. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, alors très souvent c'est vrai et très souvent les gens l'acceptent. Je veux dire, exact, c'est que quand tu vas à un spectacle de Mesmer, que tu as payé 100 balles la place, que tu t'installes et qui te dit, écoutez, vous allez tous coller vos mains et vous allez faire des exercices, et qui n'arrive pas à décoller ses mains, il y en a 20 qui restent assis, il y en a 80 qui s'assoient. Déjà, Mesmer, là, il fait de la sélection dans la foule. C'est qu'il ne va pas faire monter n'importe quel Pékin sur la scène, il va te faire monter ceux qui sont fortement hypnotisables et ceux qui l'acceptent. C'est-à-dire que moi, je suis fortement hypnotisable, mais je n'accepterai pas. En fait, je connais et je suis un peu contre ce système de fonctionnement de sélection, donc mes mains ne se colleront pas. Par contre, les gens qui sont au spectacle et qui se disent « Ah j'ai envie, et de toute façon, ça ne me dérange pas d'aller sur la scène », leurs mains resteront collées. Et après, là, déjà, il a sélectionné 20% fortement hypnotisables. Et après, sur les 20%, il va prendre les 5%. Il va t'en prendre quelques-uns dedans qui sont très, très, très haut potentiel hypnotisables. Et en plus, qui sont assez dévergondés. Ça va être le 1-2%. Exact. Qui vont être vraiment là pour pouvoir... qui sont là pour le show, en fait. Donc là, c'est sûr que s'il dit, je veux que tu oublies la lettre A, le mec...
il l'accepte en fait. Il le sait qu'il est là pour le spectacle et il va l'oublier. Et même si il a peur d'être ridicule, finalement, mais comme il sait que c'est le spectacle et ça va faire rire et que c'est le clown de la gang, c'est le clown des copains, et ben il va le faire. C'est pour ça que tu peux pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire. Et très souvent, les spectacles où ils te font des choses impressionnantes, les gens sont sélectionnés et ils prennent vraiment sur les 1000 personnes qui sont là. Il n'y en a que 20 sur la scène, ils t'en prennent 2%. Et ces 20-là, il va te prendre 10 où il va te faire des choses de ce que tu veux, tu restes debout et tu bouges pas. L'hypnose, tu es confortable en fait, donc tu bouges pas en fait. Tu fais ce que la personne te dit. C'est fou ça. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, c'est en lien mais pas vraiment en lien, c'est l'effet placebo. Oui. Tu connais le premier effet placebo documenté dans l'histoire ? Vas-y. 1784 à Paris. T'as un gars qui s'appelle Franz Mesmer. Je sais pas d'où, si le nom vient de là. Je me demande s'il l'a pas pris de là. Franz Mesmer, un hypnotiseur. Il hypnotisait tout le monde. Vraiment, il hypnotisait femmes, hommes. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait des aimants, des fluides magnétiques, etc. Et puis, le pire, c'est que tout le monde y croyait. Et ça fonctionnait. Et quand les gens, la population dans Paris commençait à voir que ça fonctionnait et que le gars il commençait à être vraiment connu, etc., tu as vraiment un comité scientifique qui s'est formé. Et dans le comité, il y avait Benjamin Franklin, qui était dedans. Finalement, ils ont découvert que cet effet d'hypnose n'était pas réel et que c'était simplement de l'imagination que les gens se créaient eux-mêmes. Et c'était le premier effet placebo documenté dans l'histoire. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que, d'après toi, vu qu'on en parle, parce que tu m'as parlé de ces fameux 2% là, de gens qui se lèvent justement du spectacle, qui viennent et qui sont ouverts justement à accepter, en fait, de se faire donner des ordres en quelque sorte. Ouais. Dans la population générale, d'après toi, combien de pourcents vit ou reçoit, ou si tu veux, vit l'effet placebo. Et d'après toi, est-ce qu'il y a une illusion, un mythe auquel les gens continuent à croire, même si dans le fond, ils savent que c'est probablement faux ? Autre que la médication, etc. Tu peux prendre le temps pour répondre. Voilà, ça c'est question... c'est assez deep. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît ? En gros, si tu veux... non, pour faire ça simple... Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, si tu veux, qui accepte, justement, comme tu l'as dit, dès qu'ils ils acceptent soit de recevoir un ordre, soit leur mental se met dans une situation où, OK, j'ai un rhume, je vais prendre ce médicament, je m'en fous du nom, mais je sais que j'ai pris un médicament, donc je vais guérir. Ouais. C'est quoi le pourcentage dans la population ? Déjà, ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, je te la reposerai après, mais vu dans la vie en général... OK, il y a une sorte de... Est-ce que tu as déjà vécu, toi, par exemple, un mythe, une illusion ? Tu sais que c'est quelque chose qui est un peu illusoire, mais tu continues à y croire parce que ça te satisfait et tu te dis, ça me fait du bien, je vais l'accepter. C'est pour ça que ça rejoint l'effet placebo. Donc, on va répondre à la première question. C'est quoi le pourcentage de la population, d'après toi Alors là, tu me poses une colle de $50 000, là, parce que sincèrement... D'après toi, tu penses, tu as une idée ou pas ? Non, pas du tout. Non, je sais que... Mais tu penserais que la majorité de la population serait comme ça ou non ? À qui on pourrait dire... Bah oui, je pense que la majorité, on va dire à 50%, je pense que la moitié peuvent croire un petit peu. L'effet placebo, il a combien de façon l'effet placebo ? C'est 40%. 40%. Donc 40% de... revérifier. Je crois que c'est l'effet placebo marche à un niveau très 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 élevé. Donc que je te donne de la farine ou que je te donne du paracétamol ou du Tylenol, dans 40% des cas, on sait que ça va marcher même si c'est la farine. Donc moi je pense que ça doit être un niveau très élevé, mais il faut pareil qu'on l'accepte parce qu'on veut guérir. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut, on veut accepter le changement. C'est toujours ça qui est un petit peu délicat, surtout avec l'hypnose en fait, c'est que finalement tu peux pas contraindre quelqu'un, jamais. Enfin, à mon sens, les gens qui disent qu'il s'est passé des choses sous leur contrainte, alors soit il y a eu vraiment de la manipulation et les gens étaient en sommeil profond et effectivement il y a eu des choses qui sont faites, mais très souvent dans les spectacles de Mesmer, il y a très rarement des plaintes derrière pour dire qu'ils voulaient pas monter sur scène. C'est tout le temps des gens qui acceptaient de le faire. Et ils s'amusent. Ils sont venus pour ça, pour le spectacle. Ils ont payé pour ça. Donc c'est pour ça que pourtant il y a des choses pas très jolies qu'on entend sur justement Mesmer à la fin des spectacles où
les gens sont un petit peu... l'accompagnement de retour ou quoi que ce soit sont mal pris et hop, on les vire et qu'ils restent en demi-sommeil. Et parfois, ça peut ouvrir des boîtes de Pandore, justement, sur des soucis qu'il y a qui sont du domaine de la psychologie. Mais non, ouais. Et sinon, après, l'autre question, c'était très compliqué, trop intelligent pour moi. Je suis que docteur. Je vais te la reposer plus tard, mais pour rester sur ça, c'est intéressant parce que finalement, l'effet placebo, c'est pas une sorte d'auto-hypnose quand il pense vraiment. Auto-hypnose, mais c'est une auto-hypnose, on va dire. Non, parce que l'hypnose, c'est quand même vraiment une mise en transe. Hein. C'est que pour qu'il y ait de l'hypnose, le cerveau se met dans une certaine configuration qui n'est pas juste du je gobe une gélule. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Par contre, exemple d'hypnose que beaucoup de gens font là, c'est les mecs, les personnes qui scrollent sur les réseaux sociaux, dans le métro, n'importe où tu peux leur parler, ils n'entendront même pas. Les gens qui sont assis avec leur famille sur le canapé, qui sont en train de regarder Facebook et qui scrollent de manière illimitée et que en face, tu as le conjoint qui dit est-ce que tu as acheté des pâtes ? Ouais, j'ai acheté. Et qu'en fait, après, 10 minutes après, tu as acheté des pâtes ? Non, j'en ai pas acheté. Si, tu m'avais dit ouais. Tu vois, on est tous d'accord, on a tous déjà vécu cette situation-là, on a tous déjà vu cette situation-là. Et ça, c'est une mise en hypnose, par contre, où l'attention est ailleurs. C'est par l'écran, c'est pas les mêmes mécanismes qu'on fait, nous, en médical, mais finalement, c'est un petit peu le même état que les gens se mettent, donc dans lequel ils se mettent. C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est comme si tu scrollais sur Instagram pendant des heures et que pendant ce temps-là, je suis en train de te soigner, finalement. Donc, si tu veux, si je te pose la question, donne-moi un exemple concret que l'on vit au quotidien d'auto-hypnose involontaire, ce serait... Tu regardes par la fenêtre du bus et t'es dans tes pensées. Ça, t'es en auto-hypnose. T'es complètement... Parce que tu sais que t'en as pour 20 minutes dans le bus. Tu sais que c'est pas un endroit confortable parce que le bus, c'est pas forcément à côté de la personne qui sent le meilleur au monde et tout. Mais tu pars dans tes pensées en regardant dehors et... ah merde, je suis déjà là, mince, il faut que je me lève. Tu t'es mis en auto-hypnose. Et t'es parti dans tes pensées de ce que je vais faire ce soir, mes vacances, la discussion que t'as eue avec un tel. C'est vraiment ça, un peu le truc qui fait que t'es en hypnose. C'est pour ça que si on te décide de te virer du bus, tu vas pas te laisser faire. Sauf si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça on te sort de ta réalité, on te sort de tes pensées. Mais t'es toujours là. Tu restes quand même conscient, t'es pas endormi et t'es pas dans un coma profond où on peut faire ce qu'on veut de toi. C'est vraiment cet état-là qu'on recherche en fait. Intéressant. C'est très intéressant, mais je me demande aussi, est-ce que finalement aussi l'hypnose, parce que ce que tu me racontes au final, tous les jours les gens se font de l'auto-hypnose sans s'en rendre compte. Exact, c'est pour ça que même les gens qui vont te dire non, je suis pas hypnotisable, j'ai envie de dire que tu le fais déjà toi-même. Après, c'est juste des mécanismes de le faire au moment où ça nous arrange, au moment où on le veut, ou en auto-hypnose, au moment où on en a besoin. Mais cet état d'esprit, on va dire, pré-hypnotique, avant l'hypnose profonde, on s'y met tous. On s'y met tous en lisant un livre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu lis un livre et que parce qu'il faut voir quand même que le livre, tu regardes des mots, tu regardes des lettres, mais tu as des images dans la tête. Ou tu as des sons, des odeurs, des couleurs, tout comme l'hypnose, où tu peux avoir plusieurs choses. Mais quand tu lis un livre et que c'est juste une page blanche avec des lettres, techniquement, tu n'as pas d'image, rien que pour te guider. Mais tu pars en hypnose pour imaginer, pour que ton cerveau crée l'imaginaire que tu as envie. Littéralement, tu es tellement dedans que quand tu arrêtes de lire, ça fait bizarre de regarder autour de toi. Exact. Et je suis là encore. Et tu vois pas le temps passer, donc en hypnose médicale également. Souvent, quand tu fais de l'hypnose profonde, les gens ils disent ça peut durer 2 heures, ils ont l'impression que ça a duré 15 minutes. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites qui sont plus agréables. Finalement, les patients aiment bien être en hypnose parce qu'ils n'aiment pas être là, au lieu que ça dure 2 heures, ça dure 15 minutes dans leur tête. Et ils repartent souvent, on va dire, détendus et avec un poids en moins. Mais non, c'est... Je te dis, l'hypnose, on le fait tous un petit peu, en fait. Après, ça dépend du degré dans lequel tu peux te mettre et à quel moment tu veux le mettre. C'est intéressant. Tu l'utilises des fois dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, toi ? Oui. Autre que professionnel. Autre que professionnel. Oui. C'est quand on a besoin. Quand tu as besoin de passer d'un état, quand
Alors, le truc tout bête que j'utilise, moi, en auto-hypnose, et que j'adore faire, surtout dernièrement, il a fallu que je voyage pas mal, c'est que je me mets en auto-hypnose avant de rentrer dans l'avion. Pourquoi? Pour me dire que ça va être rapide, confortable et que je vais bien dormir. Je fais très souvent dans la salle d'embarquement 5 minutes d'hypnose où je regarde mes mains, où je sais que je vais passer la nuit dans l'avion pendant 8 heures dans une position de merde parce que je suis pas en business class et que je vais me retrouver à côté d'un mec qui fait l'avion et que je vais pas avoir de place. Je me mets en hypnose et j'arrive à dormir dans l'avion très facilement. Et tous les voyages que je fais, dernièrement, je le fais vraiment à tous mes voyages, ça marche très très bien. Je peux dormir très peu finalement, mais avec l'hypnose, grâce à l'hypnose, c'est confortable. Et c'est quelque chose que je fais très très souvent là pour les voyages longs, auto-hypnose. T'arrives, t'es pas fatigué, t'as du jet lag, t'as du décalage et tout, mais ça passe. Moins pire que quand je le fais pas en fait. Je te donne envie d'en faire. Hein. Mais je vais en faire, c'est obligé. Je te donne envie d'en faire. Est-ce que l'hypnose, parce que là l'hypnose finalement tu provoques ça et ça te permet de, on va dire, comme si tu te déconnectais de la réalité, mais est-ce que certaines fois tu l'utilises justement pour un peu te faire réaliser, tu sais, des fois on passe tous par des moments de stress dans la vie, des moments vraiment pas très appréciables, pas très uncomfortable, comme ils disent en anglais. Ouais. Et la seule manière un peu de sortir de ça, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est des choses du quotidien, juste pour relativiser et te rappeler que tu es juste un petit être humain là sur la Terre. Est-ce que ça peut t'aider, c'est à prendre du recul? La formation que j'ai faite en France là avec les formateurs, alors tu te rends compte finalement, ça m'avait beaucoup impressionné. Hein. Je t'ai dit, on était 50-60. La première heure ou les 2 premières heures consiste juste à un tour de table. Alors, je te laisse imaginer 60 personnes, tu te lèves chacun ton tour, et qui te demandent ce que tu fais là. Et c'est très, très, très impressionnant de se rendre compte à quel point est-ce que les dentistes ne vont pas bien, et que les dentistes ne vont pas bien un peu à n'importe quel moment de leur carrière, finalement, parce que je pense que 80% des gens qui se sont levés ont dit je cherche quelque chose pour enlever le stress de mes patients parce qu'ils me pourrissent la vie. C'était pas comme ça que c'était dit, mais l'idée était dans ça, j'ai envie d'apprendre l'hypnose pour hypnotiser mes patients et qu'ils ferment enfin leur gueule. Et c'est assez impressionnant de te dire, waouh, quand même, on nous envie beaucoup au niveau de notre métier, on va dire financièrement, on va dire d'être des auto-entrepreneurs, d'être libéraux, de mener notre barque, d'avoir des épaules larges et solides et de réussir à bien gagner notre vie. Mais finalement, il y a quand même le revers de la médaille au niveau du stress et de l'inconfort et de beaucoup de choses qui font qu'on fait partie des métiers où il y a le plus de suicides, on fait partie des métiers où il y a le plus de burn-out et que, en fait, finalement, quand tu vas à une formation d'hypnose, tu te rends compte que c'est pas forcément les patients qui ont le plus gros problème, c'est que c'est les gens qui vont faire cette formation d'hypnose et ça te donne il te donne en fait une clé de, effectivement, on va aider à gérer le stress, mais tu vas aussi gérer le tien avec de l'hypnose, avec de l'auto-hypnose sur ton, comme j'ai dit, hein, un début de séance qui va être un peu sportive. Moi, je le fais, hein, avant un enfant que je sais que ça va être très sportif parce que l'enfant est rock and roll, comme on dit. Je dis à mon équipe, je pars 2 minutes, je vais dans mon bureau, je souffle un coup, je me regarde mes mains et on est parti. Et c'est à ce moment-là où ça se passe super bien finalement. Donc c'est ce genre de choses où tu arrives à gérer et à améliorer vraiment ta vie. Et tu te rends compte que finalement, ceux qui veulent faire ça, ils espèrent changer les autres, mais c'est qu'il faut d'abord se changer soi. Et l'hypnose t'aide à te changer toi ou t'aide à passer des situations, je pense, qui peuvent être compliquées, mais et que tu arrives à mieux gérer avec, tu relativises. Le but, c'est vraiment de relativiser, en fait, finalement. On n'est rien. Hein. Et je suis que dentiste. Et mon but, c'est pas de rendre mes patients accros à moi en disant qu'ils peuvent voir personne d'autre que moi parce que moi, je les hypnotise. Moi, j'ai toujours dit aux patients, je t'apprends un chemin. Si tu as besoin de plusieurs séances pour l'apprendre, tu vas l'apprendre tout seul, mais à la fin, tu sauras le faire tout seul. Et le but, c'est que si je change de métier, si je décède, s'il m'arrive quoi que ce soit et que je ne peux plus les voir, ou si eux ils déménagent ou quoi que ce soit, qu'ils puissent avoir une clé quand même pour gérer ça derrière. On ne veut pas que tu décèdes.
Non, Ouais. je reste vivant encore pour l'instant. Mais on sait jamais. Tu me fais venir à Ottawa, tu me fais venir en centre-ville quand il y a un gros festival et que les gens ils roulent comme des malades. Donc, Non, mais c'est super intéressant. Ça t'arrive des fois justement de t'obliger à prendre du recul. Est-ce que ça t'arrive de te dire, ok, il faut que je prenne du recul. Là, ça y est, j'ai trop de stress. oui, Je vais réaliser, et je vais même me rappeler en fait, en prenant du recul, que finalement, comme tu l'as dit, t'es chez juste un être humain finalement. Et puis, tu sais, c'est comme l'effet que les astronautes ont en fait en dézoomant quand ils sont dans l'espace. ouais, Ils réalisent que voilà, mais tout se passe là en fait. La Terre, elle est juste là. ouais. Ça t'arrive de le faire Ouais, parce que c'est pas facile à faire. non, c'est pas facile, mais tu sais, quand tu es vraiment dans le rouge et que ça va pas, c'est vrai qu'il faut réussir à trouver le déclic ou le mécanisme qui te fait dire à un moment, attends, un pas en arrière, souffle un coup, regarde tes mains. Moi, je regarde beaucoup mes mains, moi. Je suis très Ouais, visuel. c'est ça. L'hypnose, alors dans l'hypnose, il y a plusieurs leviers, hein. Les gens sont différents. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont olfactifs. Ça dépend vraiment beaucoup des personnes, les chemins qu'il faut. Moi, je suis très visuel, donc il suffit que je regarde mes mains, elles deviennent transparentes et je sais que je me mets en hypnose. Et après, tu te dis, bon, bah écoute, ça va bien se passer. Et ça se passe bien. Et pour la vie de tous les jours, c'est juste difficile de réussir à faire le pas en arrière quand l'adrénaline est en train de monter, finalement. Ça règle pas tous les problèmes, parce que sinon ça serait facile, tout le monde pourrait souffler un coup et il y aurait plus de meurtre. Mais Ça serait super ouais, si tout le monde pouvait le faire, ça. on essaye un petit peu de. Ouais, moi j'essaye en tout cas quand. Tu y arrives? Je pense que j'y arrive la plupart du cas, ouais. La plupart du temps. Il y a des moments où non, t'es trop dans le rouge, t'as trop le voile devant les yeux et après fou, tu te ça. dis j'aurais dû souffler, ça aurait été bien. Et c'est pour ça, ça m'a vraiment appris moi à un peu plus me gérer un petit peu, on va dire, les choses et souffler un coup. En parlant de ça, c'est en 1990, il y a la sonde Voyager 1. T'en as déjà entendu parler? Ouais, ouais. Elle avait été envoyée dans les années 70, en 1977. Elle avait été envoyée simplement pour collecter de l'information. Et puis en 90, elle est arrivée à 6,4 milliards de kilomètres, je crois, de la Terre. Et avant de disparaître complètement dans le néant interstellaire, la NASA a demandé à la sonde de se retourner, simplement, et de prendre une photo. Et la photo, pitch black, comme on dit, complètement noire. Et tu avais un point bleu, un pixel. C'était la Terre. Ouais, ouais. Et un gars qui s'appelle Carl Sagan, tu le connais, il avait écrit quelque chose, je cite, I quote, « Regarde encore ce point, c'est ici, c'est le foyer, c'est nous. Sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil a vécu tout le monde que tu aimes, que tu connais, dont tu as entendu parler. » C'est une grosse claque quand même. C'est une grosse claque. Et ils appellent ça le overview effect. C'est le fameux effet que les astronautes ont quand ils sont en orbite. Ils voient la Terre et nous, on voyait juste ce petit point bleu. Et c'est cette claque existentielle que tu te prends en fait, et c'est ce que les astronautes ressentent justement. Tu te sens minuscule, connecté à tout, ça t'écrase, comme on dit, ça t'apaise en quelque sorte aussi. Et je pense que c'est important que, quand ils l'ont vu, quand ils l'ont vécu, ils se sont rendus compte à quel point c'est important justement de prendre ce recul. Toi, tu m'as dit que tu l'as déjà ressenti, tu l'expérimentes, ok. Ce vertige qu'on appelle existentiel. Je sens que tu vas me parler de quelque chose. Ce moment où tout devient immense autour de toi, tu vois. Tout devient immense. Et en même temps, tu as l'impression que tu n'as jamais été aussi présent que ça. Ok ? Parce que là, dans ce que tu dis, c'est l'infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Il y a une deuxième chose qui te donne un peu le vertige aussi, c'est le temps. Aussi. C'est le temps où, pour le peu de temps que tu restes ici, pense à ce que tu veux faire et ce que tu veux laisser en fait comme héritage, que de toute façon tout le monde oubliera dans 500 ans, mais pense un petit peu à ce que tu veux faire autour de toi, là, pour les proches qui sont autour de toi. Et il y a l'infiniment grand et également l'infiniment long de nous, on est juste là parmi un millième de seconde, parmi cette éternité finalement. Donc non, le vertige, tu l'as en prenant plusieurs dimensions finalement, tu l'as toujours en fait. Ouais, je pense que c'est important, comme tu dis, genre de réfléchir et justement essayer de laisser une marque. Et en un certain sens, ceux qui ont, justement, j'entends souvent parler des gens qui ont vécu cette expérience d'avoir une famille, justement,
avant d'avoir justement leur famille, ils pensaient d'une certaine manière, et puis après avoir eu une famille, avoir eu des enfants, ils ressentent cette chose qui est la transmission et l'héritage qu'ils vont laisser derrière eux. Ouais, ouais. Chose à laquelle ils ne pensaient pas avant. Je pense que tout parent, finalement, change son état d'esprit, sa vision, dans le sens où on essaye tous d'éduquer nos enfants mieux qu'on a été éduqués nous. Et ça, c'est pas pour rien, c'est une question de transmission aussi, en se disant, il y a eu des ratés, on a tous des ratés, et on va faire des ratés de toute façon sur nos enfants, mais cette transmission-là, on essaye de laisser quelque chose de bien, et on essaye toujours de faire de nos enfants quelqu'un de meilleur que nous, en mettant un meilleur cadre, une meilleure éducation, un meilleur ce que tu veux. Et c'est quelque chose où je pense que c'est pas quand tu es égocentré, mais sans enfant, finalement, oui, tu as une vie, c'est bien, tu as des objectifs, mais finalement, avec des enfants, l'objectif est plus peut-être sur la transmission, l'héritage que tu vas laisser, même après ta mort, finalement. Ou je parle beaucoup de mort, là, c'est un petit peu morbide, je trouve ça. Mais c'est quelque chose, c'est une réalité, hein, finalement. Non, c'est une vraie réalité, et il faut en parler. Demain, je peux très bien être mort, et c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de vivre ma vie sans aucun regret de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pu vouloir entreprendre, et de jamais me dire ça je le ferai plus tard quand j'aurai le temps, parce que il peut arriver plein de choses et ça peut s'arrêter là finalement l'aventure, et donc il faut rester dans cette philosophie de transmission et de vivre le jour vraiment, mais d'en profiter en se disant non, ça je ferai ça à la retraite, on sait pas, peut-être que j'aurai jamais la retraite moi, et peut-être que ça s'arrêtera avant, peut-être que j'y arriverai, peut-être que je vivrai centenaire, je sais pas. C'est pas ça l'objectif, en fait. C'est pas de savoir quand ça va s'arrêter. C'est de savoir ce que tu vas laisser, en fait, comme marque. Et ce que tu vas laisser comme marque au niveau de tes enfants aussi. Deep. On part de l'hypnose à de la philosophie de vie, mais... Non, c'est super intéressant, parce que c'est des sujets, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est assez important d'en parler. Et est-ce que d'après toi, le vécu de notre enfance, ce que tu vis pendant ton enfance, influence la manière que tu veux transmettre les choses après à tes enfants? Oui, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, en fait. Il y a des parties de ton enfance où tu ne voyais pas forcément quand tu étais enfant, et où tu n'es pas d'accord, et donc tu fais tout pour ne pas le reproduire. Et inversement, il y a des choses que tu vas absolument reproduire. Après, il y a des choses où tu as l'impression que c'était vraiment parfait, donc tu essayes de le refaire, mais c'est pas possible à cause de l'évolution de la société, à cause de l'évolution de comment est-ce qu'on est, parce que c'était tout simplement il y a 30 ans, et qu'il y a 30 ans, c'était pas les mêmes cadres qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'on essaie toujours inconsciemment de le faire, ou de le faire exactement pareil ou contre, en fonction de ce qu'on a vécu tout à chacun, finalement. J'ai une citation vraiment super intéressante d'un philosophe. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Prophète. Je l'ai retrouvé. Khalil Gibran. Exactement. T'es bon. Oui. Il a écrit Le Prophète. Comment tu le connais? C'est un Libanais, mec. T'es bon. Attends, regarde. Je vais te dire exactement ce qu'il a dit. Je trouvais que c'était vraiment super beau. Je viens de le donner tout juste à mon fils de 16 ans. Là. Je lui ai acheté et ma mère l'a ramené. Et il vient de le lire, là, il a 16 ans. Et je me suis dit que c'était vraiment l'âge à laquelle il faut le lire. Je l'ai lu à 16 ans, moi, ce livre, en fait. À 15 ou 16 ans. Ouais, je l'ai lu à 15-16 ans. Et je l'ai donné à mon fils pour qu'il le lise. Alors, je vais dire exactement ce qu'il a dit. C'est vraiment super intéressant. Donc, il dit exactement... Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils vont... Non, pardon. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Ouais. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps en plus. C'est marrant parce que là, tu me sors ça. Je ne l'ai pas lu depuis que j'avais 16 ans. La dernière fois que je l'avais lu, j'avais 15-16 ans. Et je l'ai relu. Et c'est pour ça que je l'ai acheté à mon garçon. Mais non, c'est vrai. C'est qu'il faut faire attention aussi au cadre qu'on va mettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Est-ce qu'ils seront obligés d'être dentistes? Est-ce qu'ils seront obligés d'être dans le médical et de faire des études? Avec la culture asiatique, bien sûr, ils sont obligés de faire des études. Ils n'ont pas le choix, sinon ils vont se faire fouetter. Ils ont intérêt d'être les premiers de la classe. Mais
c'est là aussi où où j'essaie de mettre un pied en arrière, c'est que moi j'ai toujours su que j'allais aller dans le médical. Je me suis jamais posé la question et ça n'a jamais été une pression familiale, sachant que ma mère est médecin. Je me suis jamais dit que oui, je vais être médecin parce que maman est médecin. Mais j'ai toujours su que je voulais être médecin. À 7 ans, moi ce qui me faisait rêver, c'était pas d'être pompier ou policier. Ce qui me faisait rêver, c'était d'être ambulancier en fait. Je voulais être ambulancier parce que tu as le gyrophare comme tous les gamins de 7 ans, ils adorent ça. Et sauf que là, tu soignais les gens. Donc je me suis jamais posé la question d'un autre chemin que partir dans le médical. Par contre, je m'interdis et j'essaye de m'interdire de laisser que ce spectre de visibilité, de vision au niveau de mes enfants en fait. En leur disant, bah écoute, regarde, ça gagne bien, regarde, j'ai fait plein de choses grâce à ça. Et il n'y a pas que ça, parce que la pression que tu mets sur tes enfants, justement, c'est ça. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Les enfants, ils se font eux-mêmes et ils feront ce qu'ils voudront. Et c'est très facile à dire souvent, hein, mais finalement, je m'interdis. Souvent, on me demande un petit peu, est-ce que l'un de tes enfants va devenir dentiste pour reprendre ta clinique? Oui, non, on s'en fout. De toute façon, je vais m'organiser pour s'il y a une suite, tant mieux. S'il n'y a pas de suite, tant mieux. Quoi qu'il arrive, je te dis, 0 regret. Il ne faut jamais avoir de regret. Jamais mettre un fardeau trop lourd sur les épaules des enfants. Parce que je pense que le pire qu'on puisse faire à un enfant, c'est qu'il va tout faire pour essayer de te rendre fier, on va dire, pour que tu sois content de lui, de ce qu'il va faire, mais qu'au final, il a un métier qui ne l'épanouisse pas, qui ne le rende pas heureux, en fait. Parce que finalement, il y a une pression sociale, familiale, ou ce que tu veux, et que lui, ton enfant, s'il avait voulu finalement être artiste, être autre chose que toi, c'est pas pour autant qu'il va le faire mal, et c'est pas parce qu'il choisit un autre métier ou quoi que ce soit que ça va pas être bien, en fait. Moi, je pense qu'on est tous, on a tous des envies et des choses pour lesquelles on est fait, même plusieurs, je pense, pour lesquelles on est fait et pour lesquelles on est bon. Donc pourquoi pas tout essayer, quoi, finalement. Il y avait un rabbin qui parlait d'un truc qui s'appelle le fish love. Tu investis de l'amour dans quelqu'un et cet investissement, en fait, te revient. C'est drôle. Finalement, c'est quand tu donnes de l'amour à tes enfants et ça se reflète en eux et ils te le redonnent d'une autre manière. Pas seulement ils te redonnent de l'amour, mais ils te font réaliser. C'est une sorte de miroir, en fait. Et ils te redonnent un certain bonheur parce que justement, tu es venu, tu as investi ça, tu leur as donné ça. Tu veux faire de la musique, fais de la musique. Tu as envie d'étudier quelque chose de particulier, tu as envie de faire du karaté, fais du karaté. Fais ce que tu veux. Tu lui donnes tout. Et puis, à un certain moment, il se réveille. Et puis, même, je pense, pendant qu'il grandit, il te redonne quelque chose. Tu as un miroir, en fait. Tu as un effet miroir qui vient vers toi. Tu l'as vécu. Tu peux nous en parler? Alors, je l'ai vécu moi ou avec mes enfants ou moi avec mes parents? Avec tes enfants, plutôt. Avec tes enfants, ouais. Non, c'est que, je te dis, les enfants, tes enfants, de toute façon, tu connais, sauf cas exceptionnel, très peu d'enfants qui vont dire qu'ils haïssent leurs parents avant l'âge de 15 ans, on va dire. Même si mon enfant de 16 ans, il nous aime encore très fort, donc on est très content pour ça. Mais les enfants font tout pour toi, finalement, et tout pour que tu sois content, en fait. Et je t'ai dit, l'éducation un petit peu à l'asiatique fait que oui, je suis assez strict au niveau du travail à la maison et ramène des bonnes notes. Mais à côté de ça, ça me rend très fier, effectivement, quand ils viennent avec des bonnes notes. Mais après, est-ce que c'est vraiment l'essentiel du monde? Je pense pas. Mais après, est-ce que c'est donner un cadre et un équilibre? Je pense. Et surtout, moi, c'est ce que je leur dis. Attrape un gros diplôme, ce que tu veux. Comme ça, au moins, t'as un métier alimentaire, t'as des métiers alimentaires qui valent plus le coup que d'autres, finalement. Avec un gros diplôme, si après tu veux faire de la musique, des bijoux, de la peinture, là on part vachement dans l'art, mais autre chose, et que tu as un métier alimentaire avec un diplôme qui rapporte plusieurs zéros derrière, je pense que c'est toujours plus confortable dans ta vie derrière. Donc c'est pour ça, les enfants feront toujours tout pour te rendre fier, et je pense qu'on a toujours tout fait comme ça, pour que les parents soient fiers, en fait. Toi, moi, pour tes parents, mes enfants, je sais qu'ils travaillent pour eux, mais ils le font également pour nous, les parents, parce qu'ils savent qu'on investit beaucoup sur eux, qu'on leur offre tout ce qu'ils veulent, finalement.
et le cadre le mieux qu'on puisse leur rendre, et que c'est une sorte pas de retour d'investissement, mais eux, ils voient que tu fais des efforts, et c'est ce que j'aurais toujours dit de toute façon. Visez la lune, les mecs, allez-y, visez fort. Même si vous voulez aller dans des études qui coûtent extrêmement cher, qui sont très reconnues, on backera. Moi, je travaille pour mes enfants. Moi, je travaille pas pour moi que moi, là. C'est à partir du moment où tu as des enfants, tu travailles pour tes enfants. Donc, je travaille pour payer leurs études, je travaille pour leur offrir ce qu'ils veulent. C'est un peu ça la vision d'esprit, en fait. Très instructif. On est parti de l'hypnose, on est parti maintenant dans une discussion très deep sur les enfants, c'est assez intéressant. En tout cas, on pourrait continuer des heures, je pense. Ah, tu me connais bien. On peut en parler pendant longtemps. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, on pourra toujours refaire ça. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et puis, je sais qu'on remettra ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Et il y a beaucoup de choses assez intéressantes, je pense, qui peuvent sortir de discussions comme ça. C'est le temps qui fait qu'au bout d'un moment, et c'est drôle parce que quand, à l'époque où Bagdad, je parle d'un truc aucun rapport, à l'époque où Bagdad c'était vraiment la ville scientifique, les scientifiques se réunissaient, ils faisaient un premier round où ils discutaient de quelque chose, disons, ils discutaient de philosophie, de mathématiques, etc. Ils faisaient un deuxième round où ils avaient bu de l'alcool. Oh, ça, moi je dis... Ils reparlaient de la même chose. Hein. Ouais. Et là, en fait, c'était une décision complètement différente. Le retour était différent, les réponses étaient différentes. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'équilibre des deux réponses. D'accord ? Quand tu étais sous et pas sous. Et ils faisaient les raisonner avec et sans filtre, finalement. Parce que souvent, l'alcool retire tous les filtres. Et donc, c'est intéressant, on passe faire ça. On se fait avec de la tequila la prochaine fois. C'est tequila, et d'ailleurs, c'est ça. On prend un taxi, par contre. C'est littéralement ça. Et les gens vont se dire, ouais, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Ils étaient musulmans, etc. Ouais, mais les musulmans, ils avaient le droit de boire de l'alcool. C'est juste à un moment donné, ils venaient bourrer à la mosquée, donc ils ont passé une loi qui disait que tu n'avais pas le droit de boire de l'alcool. Et tu n'avais pas le droit de venir bourrer, en fait, drunk à la mosquée. Et ça s'est appliqué après. Ok. C'est juste ça. C'est une autre discussion encore. Anyways, en tout cas, c'était un plaisir, vraiment. Et puis, si quelqu'un veut se faire hypnotiser, vous savez qui aller voir. Il y a un billet d'avion à prendre. C'est si les gens ont envie de se prouver qu'ils peuvent eux-mêmes s'hypnotiser. Ah, ça c'est bon aussi, parce que c'est eux qui... Les patients, c'est eux qui s'hypnotisent. Franchement, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dis à mes patients. C'est bravo. Parce que souvent, ils me remercient à la fin, et je leur dis toujours à la fin, moi, j'ai rien fait. Hein. C'est toi qui as tout fait. Et c'est vrai, c'est les patients qui bossent. Hein. Quand tu fais faire de l'hypnose, c'est les patients qui travaillent. Hein. Toi, tu fais ton job de dentiste, tu vois. Tu soignes la dent. Mais l'hypnose, c'est le patient qui se débrouille tout seul. Hein. Donc, merci à toi, Roméo.